Bienvenue à ERM de Maastricht. Je suis Stéphane Loisel, je suis le directeur scientifique de la formation. Et avec moi, j'ai Sophie Décupert, qui est une ancienne étudiante de la promotion 2017. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Et Alexandra Glémé de l'Institut de Risk Management. Bonjour Alexandra. Bonjour. Donc, ce que je vous propose, c'est une brève présentation de la formation. Ensuite, Sophie va vous donner un petit peu de retour d'expérience de comment s'est déroulée la formation pour elle et ce que ça lui a apporté. Et puis ensuite, on passera aux questions-réponses. Alors, la formation, elle parle de l'ERM. L'ERM, c'est l'Enterprise Risk Management. Alors, il y a diverses définitions de ce champ ou de cette discipline ou de ce processus. Une des définitions, c'est un processus par lequel une entité dans n'importe quelle industrie va identifier, quantifier, puis gérer les différents risques de toutes les sortes qui peuvent empêcher ou faciliter l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Et donc, c'est un processus qui va être effectué par tout le monde, pas seulement par le top management et le conseil d'administration, mais par toutes les personnes de l'entité. Donc, la formation, elle a été créée en 2009 à l'initiative d'un petit groupe d'actuaires et avec le soutien notamment à l'époque de Thomas Béard, qui était président de l'Institut des actuaires. Et cette formation, elle est destinée en priorité aux actuaires qui ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle. En pratique, on a des personnes qui suivent la formation qui ont 5-6 ans d'expérience pro, d'autres 15 ans, d'autres 30 ans. Donc, le mix d'expérience dans la promo est aussi une des richesses de la formation. La formation est aussi accessible aux personnes qui ne seraient pas actuaires. J'en ai repéré quelques-unes dans l'Assemblée aujourd'hui. Dans ce cas-là, la seule chose, c'est que vous n'obtenez pas le titre CERA, puisque cette formation est accréditée CERA. CERA, ça veut dire Certified Enterprise Risk Analyst. C'est une ancienne marque de la Society of Actuaries qui est maintenant partagée par une vingtaine d'associations actuarielles internationales. Et donc, en suivant la formation et en passant les examens, eh bien, si vous êtes actuaire au départ, vous pouvez accéder à cette accréditation CERA. Le but de la formation, c'est aussi de rapprocher les points de vue qualitatifs et quantitatifs sur tous les problèmes de risque. Et puis, il y a un espèce de club des anciens de la formation qui s'appelle le club ERM, mais qui est un club ouvert auquel vous pouvez d'ores et déjà participer, même si vous n'avez pas suivi la formation, et qui organise différentes activités, que ce soit des présentations des meilleures mémoires ERM des années passées, la journée du club ERM qui a lieu traditionnellement en mars hors période de Covid, dans l'amphi de la FFA, et puis d'autres activités liées à l'ERM et aux questions posées par cette discipline. Alors, la formation, elle commence en janvier, elle finit en novembre. Il y a cours le jeudi et le vendredi toute la journée et le samedi matin, tous les mois de janvier à novembre, sauf au mois d'août. 2 journées de séminaires professionnels, une qui se passe à Deauville lors du colloque conjoint avec le SACI et une journée qui est organisée par le club ERM. Donc, Deauville, c'est en septembre et la journée du club ERM, c'est en mars. La formation est articulée avec 7 modules qu'on va voir tout de suite dans le slide suivant. Chaque module correspond en gros à 5 ou 10 sessions, donc à 15 ou 30 heures de formation, même si la plupart du temps, les sessions vont couvrir non pas un module uniquement, mais parfois être à cheval sur plusieurs modules du fait du côté transverse de l'ERM. Donc, on a des fréquentes séances transversales. Voilà le contenu de la formation. Il suit en fait un petit peu la démarche ERM. Après avoir étudié le concept et le cadre de l'ERM ainsi que le processus ERM, on va s'intéresser à l'identification des risques. On va s'intéresser ensuite à la partie modélisation et agrégation des risques. Puis, on va parler de la façon de mesurer les risques, que ce soit avec des scénarios, des cartographies des risques ou avec des mesures de risque comme la value at risk ou la tail value at risk. On va parler ensuite d'outils et de techniques de gestion des risques. Donc, comment est-ce qu'on va réduire les risques?
Donc là, vous pouvez penser par exemple à la réassurance, à la titrisation, à la prévention, à l'achat de produits dérivés, etc. et à plein d'autres techniques de gestion de risque. Et puis, on a ensuite une partie sur l'allocation de capital économique et les calculs de capital économique. Les intervenants sont des chief risk officers de compagnies d'assurance et de banques ou des risk managers d'autres industries, des académiques comme moi, des régulateurs et puis des actuaires et autres intervenants spécifiques. Par exemple, ici, on a une nouvelle séance maintenant sur le cyber-risque pour laquelle on va avoir un intervenant spécialiste. En termes de pédagogie et de prérequis, les prérequis sont essentiellement le socle de la formation actuarielle au sens large. Comme je vous le disais, il n'est pas nécessaire d'être actuaire pour suivre la formation, mais c'est mieux. En début de formation, il y a plusieurs séances de rappel qui vont permettre de remettre tout le monde dans le bain, puisqu'il y a certaines notions qui ont été vues il y a 5, 10 ou 30 ans. Et donc, sans retomber dans une formation trop technique, on essaye de déblayer le terrain pour que tout le monde reparte avec des connaissances de base suffisantes qui permettent de ne pas éluder les questions techniques principales sans se perdre dans les mathématiques. En octobre, il y a une séance de révision avant l'examen. Et puis sinon, la plupart des présentations sont soit des présentations classiques, soit des études de cas, des retours d'expérience, des ateliers en petits groupes. Et puis, comme il est essentiel de communiquer sur les risques, des exercices de communication sur les risques en petits groupes pour apprendre à le faire de manière performante. Le contrôle des connaissances se fait avec 2 examens. Un examen écrit qui a lieu en novembre et qui porte sur l'ensemble de la formation, et puis la soutenance d'un mémoire ERM qui est préparé pendant l'année, seul ou en binôme. Donc, c'est un mémoire qui est de 12 pages si on est seul et de 20 pages si on est en binôme. Et il est soutenu devant un jury qui est composé d'une personne qui est Chief Risk Officer, d'une personne du monde académique, d'une personne qui est CERA, donc qui a le titre de la formation, et au moins d'une autre personne qui est actuaire. Ce mémoire porte en général sur une étude de cas réelle, et cette étude de cas réelle est choisie par les participants. Les modalités d'inscription sont les suivantes. Le tarif est de 15 200 € net de TVA. La certification est éligible au CPF. Et si vous voulez avoir des informations sur le formulaire d'inscription ou plus de renseignements sur le côté administratif, vous pouvez contacter Stéphanie Royer à l'adresse qui s'affiche ici. Voilà, j'ai terminé ma brève présentation de la formation. Je vais maintenant demander à Sophie de nous dire un petit peu ce que la formation lui a apporté et pourquoi elle trouve que c'est une formation intéressante à suivre. Bonjour à tous. Merci Stéphane donc, de m'avoir proposé de participer à cette session. Donc effectivement, donc, j'ai suivi la formation en 2017. Donc j'avais à l'époque à peu près 5 ans d'expérience. Donc j'ai aujourd'hui 10 ans d'expérience en assurance, donc dans les domaines de l'actuariat, des risques et aussi du pilotage de la performance. Donc c'est vrai que j'avais trouvé la formation très intéressante puisque à l'époque j'avais surtout eu l'occasion de développer des compétences en fait sur tout ce qui était lié au risque quantitatif. Donc vraiment une expertise sur les exigences solvabilité 2, la mise en place des modèles internes et leur validation, et également la mise en place de l'ORSA. Donc c'est vrai qu'avec la formation, ça m'a permis finalement d'avoir une vision vraiment, je dirais, 360 de la gestion des risques en entreprise, avec une réelle prise de maturité et prise de hauteur, donc en incluant notamment les thèmes que tu évoquais, Stéphane, donc des enjeux autour de la cartographie des risques, des enjeux autour de la démarche ERM, donc sur la base de cas pratiques. Et effectivement, on pouvait le voir avec le mémoire, c'était très intéressant en fait, d'avoir l'occasion de travailler en binôme sur la mise en place d'une démarche ERM en fait, sur un cas pratique. Donc mon sujet de mémoire, c'était mécanisme de solidarité financière au sein d'un groupe prudentiel non capitalistique. On avait pu donc déployer cette démarche. Donc voilà, je trouve que ça apporte beaucoup. Et moi, ce que j'ai préféré, donc c'est effectivement le mémoire en binôme, et également tous les retours d'expérience qu'on pouvait avoir notamment de CIRO,
Et puis les cas pratiques, où on avait l'occasion en cours de travailler effectivement en petits groupes sur des cas pratiques. Et enfin, par ailleurs, je trouve que c'est aussi une bonne opportunité de partager d'élargir son réseau finalement et de partager avec des collègues de formation qui ont tous des expériences assez variées et qui se complètent souvent, donc avec des personnes qui travaillent dans le conseil, d'autres en compagnie. Donc, c'était aussi des moments c'était très riche de pouvoir rencontrer d'autres collègues. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains. Donc, je recommande tout à fait cette formation. Et peut-être dernier point, j'avais aussi trouvé que l'examen de fin d'année, en tout cas sur l'année donc 2017, permettait, donc il y avait 4 heures d'examen et c'était on va dire une vraie occasion de réfléchir en fait là aussi autour de cas pratiques et de comment est-ce qu'on adresse un sujet en conseil d'administration, comment on communique sur tel ou tel point, donc vraiment avec une réelle ouverture d'esprit et une vision assez complète. Donc là aussi, cet examen, finalement, était, bien sûr, le but, c'était de valider, mais était aussi l'occasion de gagner en maturité sur certains sujets. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK, merci beaucoup, Sophie. La session se veut la plus interactive possible maintenant. Donc, vous pouvez poser vos questions, soit en activant votre micro, soit en posant la question dans la discussion, dans le chat. Donc, allez-y, c'est à vous. Il y a toujours un petit moment avant que quelqu'un pose la première question. Alors, question de Laetitia Gladys. Bonjour à tous. Quelle est la taille des effectifs? Donc, la taille de la promo, c'est entre 15 et 20 personnes à peu près. Alors, ça peut être un petit peu plus, un peu moins selon les années. Mais c'est un petit groupe, ce qui permet d'avoir des vrais échanges et en même temps d'avoir aussi ce que disait Sophie, des interactions entre les participants, puisqu'il y a une richesse dans les interventions et il y a aussi une richesse dans les échanges entre personnes qui suivent la formation. Alors, quel est le taux moyen de réussite? Alors là, je pourrais vous faire un petit modèle autorégressif, puisque souvent, c'est une année sur 2. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de confiance quand ça s'est bien passé dans la promo d'avant, et puis un petit peu moins quand ça s'est un peu moins bien passé. Mais en gros, sur une vingtaine de personnes, il y en a à peu près 18 qui réussissent et 2 qui échouent. La plupart du temps, ces échecs sont dus à un manque de temps, c'est-à-dire que des personnes ont eu parfois malheureusement un problème personnel, ou alors parce que les personnes ont dû remplacer leur N+1, leur N+2 et prendre toute une charge de travail. Mais sinon, si on travaille sérieusement, en suivant les cours au fur et à mesure, normalement, les personnes réussissent. Alors, question d'Éric, est-ce que c'est systématiquement en présentiel? Alors là, c'est une très bonne question de gestion des risques. D'habitude, en période hors Covid, c'était systématiquement en présentiel. On a fait à un certain moment de l'hybride. Et puis là, actuellement, on est en distanciel total. Dès que les conditions sanitaires le permettront, les cours repartiront en présentiel. Alors, deux questions, peut-être une question de Meriem d'abord. Ceux qui échouent redoublent ou passent des rattrapages. Donc, ça dépend. Mais effectivement, la plupart du temps, s'il y a un échec à une seule épreuve, il est possible de repasser et donc, du coup, de ressoutenir le mémoire ou de repasser l'examen écrit. Il y a régulièrement des personnes qui le font.
Alors ensuite, une question sur la sélection. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions sur les conditions de sélection, test, entretien? Donc, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de test à l'entrée. C'est un dossier qu'il faut envoyer, assez classique, avec un CV détaillé, une lettre de motivation, et puis un CV qui explique bien les fonctions que vous avez occupées dans votre vie professionnelle passée. Alors ensuite, pourriez-vous nous détailler les principaux risques post-Covid dans le cadre de l'IRM dans cette formation? Alors là, il y a deux manières de comprendre cette question. Je vais demander juste une précision. Est-ce que c'est les risques pour la formation ou est-ce que c'est une question générale sur les risques post-Covid? En attendant, je réponds à la question d'Éric. Moyenne d'âge des participants. Bonne question. Je dirais 35 ans, à peu près. Alors ensuite, comme je le disais, on a des personnes qui ont 50, 55 ans, qui suivent la formation avec succès et qui en étaient très contents. Alors, oui, la question, c'était pour la formation. Donc, effectivement, les risques post-Covid, c'est de devoir opérer en hybride ou en distanciel. Donc, on ne peut pas être sûr de faire tous les cours en présentiel, alors qu'il y a une vraie valeur ajoutée au fait d'être en présentiel. Il est possible aussi qu'on doive développer de l'hybride si jamais on a des participants qui sont bloqués pour des raisons de déplacement interrégion qui seraient interdits. Donc, on suit la situation sanitaire au mois le mois et on essaye de s'adapter. Alors, il y a une question pour Sophie. Quel investissement pour le mémoire? Comment s'effectue le suivi? Alors, le suivi, le mémoire, il ne commence pas forcément tout de suite. Donc, la formation, elle commence en janvier, ça. Donc, moi, je trouvais ça bien quand même d'anticiper assez tôt. Enfin, si vous souhaitez être en binôme, moi, c'était mon cas, de pouvoir voir en fonction des souhaits de sujet et puis aussi je dirais des affinités pour pouvoir choisir relativement tôt son binôme et commencer, je pense, dès le mois de mars-avril, au moins à initier des réflexions, même si après, les cours permettent finalement sont utiles pour ensuite structurer la démarche du mémoire. Donc, il faut jongler un petit peu sur les deux, mais pas hésiter à commencer assez tôt. Après, en termes d'investissement, là, j'aurais du mal comme ça à le chiffrer. C'est sûr qu'il y a un rythme qui s'accélère, en fait, qui s'accélère sur l'année. Donc, il faut y consacrer un petit peu de temps toutes les semaines. Donc, prévoir des points avec son binôme, se répartir un petit peu les choses à faire. Sachant qu'il y a des tuteurs aussi qui sont disponibles, mais c'est plus voilà, vous pouvez solliciter en fait les tuteurs pour dire là je pensais avancer comme ça, voilà j'ai préparé quelques slides, qu'est-ce que tu en penses, etc. C'est plus cette logique là. Après la trajectoire pour arriver, je dirais pour arriver en fait à la soutenance avec un mémoire stabilisé et qui est conforme en fait à ce qui est attendu de la formation, ça c'est vraiment à vous finalement de la dessiner, tout en veillant au fur et à mesure à vous assurer auprès des tuteurs et également auprès de Stéphane aussi que ce que vous proposez est bien en ligne avec ce qui est attendu. Hein. C'est vrai qu'on peut observer parfois certains sujets ou certains mémoires qui peuvent être un petit peu je dirais en décalage avec ce qui est attendu. Donc, c'est important de bien vérifier ça. Mais vous avez les rênes sur l'organisation. Donc, je dirais travailler un petit peu chaque semaine sur le sujet avec un rythme qui a tendance à s'accélérer. Mais enfin, il ne faut pas non plus se dédier 2 jours par semaine. Hein. Ça se greffe à peu près dans le quotidien, mais il faut quand même se dégager du temps. Ok, merci Sophie. Alors, il y a de nouvelles questions qui sont arrivées. Donc, 2 questions qui se ressemblent un petit peu. Quels sont les profils types des personnes qui suivent la formation ERM? Avoir travaillé sur Solva 2, gestion des risques, constitue-t-il un prérequis? Et puis, une question un petit peu plus loin.
question sur le profil des participants, pourcentage d'actuaires, non-actuaires dans la formation, et puis une autre question qui est sur un thème différent. Donc, les profils types des personnes, il n'y a pas vraiment de profil type, c'est-à-dire qu'on a à peu près 80-90% des élèves qui sont actuaires, et il n'est pas nécessaire d'avoir travaillé sur Solva 2 ou sur la gestion des risques auparavant pour suivre la formation. Donc, on va avoir dans la formation, typiquement, au départ, on avait beaucoup de consultants en 2009, 2010, etc. Maintenant, ça s'est bien équilibré. Donc, on va avoir quelques consultants, on va avoir quelques personnes qui travaillent dans des compagnies d'assurance, quelques réassureurs, en général un ou deux qui viennent du secteur bancaire, et puis d'autres personnes qui peuvent avoir des profils un petit peu différents. Et donc, comme je le disais, je le répète, il n'est pas nécessaire d'avoir travaillé sur Solva 2 ou la gestion des risques avant pour intégrer la formation. Oui, donc ensuite, Alexandra signale que la salle est équipée pour proposer la formation en hybride. Donc, autre question de Laurent. Est-ce qu'on va regarder les risques surtout assurantiels ou sur toutes les industries? Alors, on va regarder les risques sur toutes les industries avec parfois des risk managers comme l'ancienne risk manager du groupe La Poste, par exemple, ou de Lagardère. Mais c'est vrai qu'on va quand même se focaliser majoritairement sur les risques assurance-finance parce que c'est la matière principale de la formation. Mais on parle aussi des risques pour les autres industries. Voilà, donc là, je pense que j'ai répondu avec Sophie à l'ensemble des questions pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Notamment pour Sophie, parce que Sophie va devoir partir dans quelques minutes. Donc, c'est le moment de lui poser des questions. Si vous avez des questions sur, je ne sais pas, par exemple, le temps, je peux poser une question à Sophie en attendant. Sophie, pour combien de temps il faut consacrer au travail personnel de ton point de vue, en plus des séances? En plus des séances, donc c'était 2 jours et demi par mois, hein, c'est ça, les séances? Ouais, c'est ça. Ouais. Je dirais peut-être, si j'essaye de lisser sur l'année, je dirais peut-être 2-3 heures par semaine, peut-être 3 heures par semaine, je dirais, entre le mémoire et puis il faut quand même commencer un petit peu à travailler les cours. Donc après, à nouveau, c'est forcément un petit peu plus calme au début, mais plus les choses sont anticipées, moins ça évite le rush, je dirais, de la finalisation du mémoire et des révisions sur la fin. Donc oui, autour de 3 heures par semaine, ça me paraît être le temps en tout cas que je consacrais, je pense, au sujet. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. Voilà, sachant que ça peut un petit peu se caler les week-ends, prévoir un petit point d'1 heure ou d'1 heure et demie avec son binôme le lundi soir. Enfin, après, voilà, il faut agencer, mais c'est pas. Enfin, c'est sûr que voilà, le point de vigilance, c'est si vous venez de tout juste de prendre un poste, je sais pas moi, de direction avec énormément de responsabilités et que vous avez un agenda qui est complètement blindé, c'est compliqué. Après, si vous avez un job soit prenant, mais qui vous permet quand même de dégager un petit peu de temps à côté, c'est tout à fait compatible en fait avec un agenda, je dirais, soutenu, mais il ne faut pas que ça soit, effectivement, il ne faut pas que votre poste soit complètement excessif, sinon ça fait effectivement beaucoup. Ouais. Ok, merci Sophie. Donc, pour Imen, le prix de la formation, c'est 15 200 €, tout compris, qui est affiché là, à l'écran. Et je reviens à une question de Laurent pour Sophie. Sophie, est-ce que tu as eu de réelles retombées d'avoir suivi la formation dans ta vie professionnelle? Oui, je pense. Alors après, c'est compliqué d'établir un lien direct entre la formation et les opportunités qu'on peut avoir ensuite dans notre carrière.
Mais en tout cas, un an ou deux après la formation, j'ai eu l'opportunité d'être directrice de la performance au sein du groupe Apicil. Je pense que cette formation a été l'une des briques qui a pu aider pour ce type de poste. Et j'ai pu voir aussi chez certains collègues des opportunités, je dirais, professionnelles intéressantes. Et après, en termes d'opportunités, je dirais plus dans mon travail au quotidien, ça m'aide à structurer une démarche ERM quand on est confronté à une crise Covid. Ça m'aide aujourd'hui au sein du cabinet cyber donc pour travailler pour mes clients sur des aspects typiquement gestion des risques sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, donc élaboration de cartographie, mise en place de politiques de risque, etc. Donc oui, clairement, je pense qu'il y a des retombées très positives, en tout cas à mon niveau. Ok, merci Sophie. Merci beaucoup Stéphane, je suis désolée, je dois vous laisser. Merci à tous. Et puis à disposition si vous souhaitez échanger en parallèle, pas de souci. Ça marche, merci Sophie. Merci. À bientôt. Alors Imen, oui, donc pour le support de la présentation, on pourra vous l'envoyer. Et de toute façon, la séance est enregistrée, donc il est possible de revoir ma petite présentation du début en replay. Je pense qu'Alexandra pourra expliquer les modalités. Alexandra. Pardon Stéphane, le temps d'attraper mon micro. Oui, j'étais en train d'écrire que le replay apparaîtra sur la chaîne YouTube de l'IRM. Bien sûr, oui. Et puis, on vous enverra la présentation par email. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je profite, Stéphane, puisqu'on parle de la chaîne YouTube, vous pourrez aussi visualiser des entretiens vidéo que nous avons réalisés avec les stagiaires et les intervenants, certains stagiaires en tout cas et certains intervenants de la formation ERM. Ça vous donnera aussi une petite idée des profils des acteurs de cette formation. Alors, merci Eric pour le fait que c'était très clair. Pour Laurent, quel est le taux d'échec pour rentrer dans la formation? C'est une bonne question. Il est très faible. La plupart des personnes qui soumettent un dossier, en général, ont le profil suffisant pour rentrer dans la formation. Donc, on a un taux d'échec assez faible. Alors, question d'Imen, après la formation, est-ce qu'on est éligible au titre d'actuaire? Pas plus qu'avant. Donc, la formation, elle délivre le titre actuaire expert ERM et le titre SERA, mais pour les actuaires. Donc, si vous n'êtes pas actuaire au début, vous ne serez pas actuaire après la formation. Alors, avez-vous des retours sur la perception de cette formation à l'étranger? Oui, on a des retours là-dessus, puisque il y a l'accréditation SERA qui est internationale, comme je vous le disais. Donc, du coup, on a des audits réguliers de la formation et des confrontations avec nos pairs dans les différents pays et qui nous aident à la fois à améliorer la formation. Et puis, nous, on participe. Moi, j'ai participé à des audits de formation équivalente dans d'autres pays. Et le retour sur cette formation, c'est qu'elle est très pointue, très bonne et avec une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres formations équivalentes dans le monde, c'est le fait d'avoir la préparation du mémoire et la soutenance du mémoire. Et c'est vrai que c'est un point fort de la formation par rapport aux autres formations SERA qui peuvent exister dans le monde. Alors, autre question de Laurent. Est-ce qu'il y a des cours en anglais? Est-ce que le mémoire est en anglais? Donc, il y a des cours principalement en français. Ça peut arriver qu'un intervenant parle anglais, mais c'est très rare. Et le mémoire, en général, est fait en français, mais il peut être fait en anglais si c'est en bon anglais, si c'est nécessaire
pour l'entreprise notamment. Dans ce cas-là, il faut quand même avoir le résumé en français et en anglais. Alors, donc, question d'Imen. Je n'ai pas le titre d'actuaire, mais je suis ingénieur statistique et j'ai une expérience de 13 ans en actuariat. J'aurai quel titre après la formation? Donc, le titre, c'est expert ERM, expert en management des risques, qui est délivré par l'Institut du Risk Management. Et donc, pour Imen, si vous êtes intéressé par le titre d'actuaire, vous pouvez vous rapprocher des formations continues qui existent, que ce soit à l'ISUP, à l'Institut du Risk Management, à l'ISFA ou au CNAM, pour obtenir le titre d'actuaire en validant les cours qui vous manquent. Là, c'est encore une autre démarche. Le CEA s'appelle maintenant l'IRM, Eric. En fait, le CEA s'appelle encore CEA, mais est dispensé, non, c'est rien, mais est dispensé par l'Institut du Risque Management. Donc, oui, c'est le certificat d'expertise actuarielle qui est dispensé et pour lequel, les inscriptions sont ouvertes également pour se présenter au QCM qui aura lieu cet automne. Et intégrer la formation de 2 ans, mais là, c'est encore une autre présentation. Si vous voulez plus d'infos, envoyez un email à contact.irm et on vous donnera tout ça. Voilà, bon, il faudra couper au montage ma bêtise, mais donc, en tout cas, IRM et CEA, c'est à peu près la même chose. Et donc, après, vous avez les autres possibilités avec le CNAM, l'ISFA et l'ISUP. Alors, quel est le processus d'inscription? Quel délai pour les inscriptions pour la session de janvier 2022? Donc, le processus d'inscription, il faut envoyer le dossier avant le 15 novembre et vous avez la réponse quelques jours plus tard après le jury d'admission qui permet ensuite de finaliser toute la partie administrative avant le début des cours en janvier. Et donc, il est possible d'envoyer son dossier qu'il faut retirer. Pour faire une demande, je remets le contact de Stéphanie Royer. Vous pouvez demander à retirer un dossier de candidature auprès de Stéphanie Royer dès à présent, si vous êtes intéressé, et le renvoyer dès que vous êtes prêt. Voilà, le dossier est également téléchargeable, merci Alexandra, sur le site de l'IRM si vous le souhaitez. De rien, Myriam. Je dirais que tu as été très clair, Stéphane. Ok, merci beaucoup. Bon, je crois qu'on atteint la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup pour vos questions et votre participation. Et puis, j'espère avoir le plaisir de vous accueillir dans la formation Actuaire Expert ERM 2022 en janvier. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Merci beaucoup. À tous. Au revoir. Au revoir.